Cosa Vostra. Quand tu regardes la SVOD, finalement, tu as de plus en plus de gros acteurs qui vont s'investir dans des productions locales et ils voient que ça marche très bien. Avec en plus ce truc de dire, et là ça rejoint aussi la musique, j'investis dans la production locale qui marche bien localement, mais en plus je vais pouvoir faire émerger des scènes locales que je vais pouvoir exporter à l'international qui vont devenir des genres musicaux à part entière. Et t'as la même chose dans l'audiovisuel, tout ce qui est la scène de production coréenne, tu laisses de la place à plein de sous-genres, à plein de genres de niches, dans des langues locales, et les gens adorent ça en fait. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama Pastille Actu. Aujourd'hui, je reçois Fabien Roch, alors que vous connaissez puisqu'il t'a déjà fait quelques pastilles actu, et je te remercie de venir une nouvelle fois discuter un petit peu avec nous de l'actualité des médias. Alors tu viens aujourd'hui avec une autre casquette puisqu'il y a un an de ça, tu as changé de maison, tu es aujourd'hui New Business Manager à la SACEM. Tu étais, je le rappelle, chez TF1 à l'innovation où tu as passé quelques années, voilà, une belle maison dont on a déjà bien parlé ici. Ça va, ça se passe bien la SACEM ? Ça se passe très très bien, ouais. Je suis très heureux d'être passé du monde de l'audiovisuel au monde de la musique. Moi, je suis un passionné de musique depuis tout petit, donc c'est un bonheur de travailler dans cette maison-là historique de l'industrie et sur des métiers qui me passionnent aussi, puisque je mélange mon intérêt pour la tech et mon intérêt pour les industries de la création. Là, on est vraiment sur des activités de diversification de nouveaux business pour la SACEM. C'est vraiment de nouvelles perspectives pour cette institution historique. Et donc, je suis très, très content de travailler là-dessus. Bon, c'est cool. Il faudra peut-être, je pense, on en parlait un peu en préparant l'épisode, mais il y a plein de choses à dire, je pense, sur la SACEM, sur cette industrie. Peut-être prévoir un épisode pour parler de ça. Tu disais, une maison qui a plus de 150 ans. Donc, voilà, qui était à la base sur la collecte et la distribution des droits d'auteur. Exactement. On parle des droits d'auteur. Mais évidemment, cette industrie est en plein chamboulement pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Donc j'ai cette pastille actu un peu spéciale audio forcément, hein, puisque maintenant c'est comme je le disais, t'es devenu un expert de cette industrie. Et il y a quelques news assez intéressantes. On va parler forcément d'IA, puisque l'IA est aussi en train de transformer l'industrie musicale. On va parler du New York Times qui a lancé il y a quelques semaines, c'est assez récent, une app autonome sur l'audio. Je dis autonome, c'est une autre app. C'est pas dans l'app du New York Times. On va parler de Spotify, forcément un acteur un peu incontournable quand on parle d'audio ou de podcast en l'occurrence. Et puis on finira par une petite étude que tu nous as trouvée qui pointe un effet, la glocalisation. Donc on verra ça en fin de pastille. Ça te va comme menu du jour ? Ouais, c'est nickel, c'est parfait. Bon, super. Appétissant. Exactement. Alors sur l'IA, j'ai trouvé deux news assez intéressantes d'illustration en fait comment l'IA peut bouleverser aussi l'audio. Donc avec la radio NPR, cette radio américaine qui a fait un premier épisode d'une émission qui s'appelle Planet Money, utilisant entièrement l'IA, que ce soit pour la préparation du contenu, mais aussi la voix du présentateur qui a été cloné. Est-ce que c'est le futur de la musique, l'IA comme ça, à la fois la voix, et ça, j'ai trouvé ça assez bluffant. Il y a pas mal de tests qu'on peut faire même soi-même. En quelques secondes, on peut sampler une voix. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode ? Ce qui est assez marrant, c'est que finalement, ils ont joué le jeu jusqu'au bout pour faire le test. Donc, tu as un espèce de panel, en fait, de toutes les étapes dans lesquelles c'est ça. Tu commences à intégrer, à injecter des outils qui sont
qui fonctionnent avec de l'IA dans ton processus de production. Ce qui est intéressant, c'est finalement d'analyser séparément, je trouve, ces différentes étapes-là et de se demander si c'est pertinent ou pas pour un acteur comme NPR ou pour d'autres types d'acteurs. Tu parlais de la préparation de l'épisode. Ça, clairement, tu vois, je pense que c'est quelque chose qui a énormément de sens. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de use cases. Tu as beaucoup de vidéos maintenant sur YouTube, sur TikTok, sur les meilleurs prompts à utiliser sur ChatGPT pour trouver les bonnes questions, pour trouver le contenu, pour rédiger son contenu, des synthèses d'articles, etc. Donc là, en mode assistance de préparation, c'est complètement pertinent. Je trouve que c'est hyper pertinent parce que ça te retire pas ton travail éditorial ensuite de sélection du contenu qui a été identifié, tu vois, par ChatGPT. Après, de là à se dire, est-ce que c'est intéressant pour la NPR de commencer à remplacer, entre guillemets, ces journalistes par des voix qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle? Je pense pas, sauf exception. Il y a des cas d'usage qui sont assez intéressants quand tu es sur du contenu premium. C'est notamment tout ce qui est raccord au montage, tu vois. Oui. Je sais que des boîtes comme Respitcher, par exemple, qui est une super boîte ukrainienne qui fait ça, te permet de faire des raccords au montage, en post-production, etc. Et ça, c'est vraiment cool parce que tu n'es pas obligé de rappeler ton invité du podcast ou l'hôte du podcast pour faire un petit raccord au montage en post-production. Tu fais un petit raccord avec sa vraie voix, comme ça tu rattrapes un mot ou un truc qui est mal passé à l'enregistrement, et ça c'est très cool même sur du contenu de haute qualité. Après, tu vois, est-ce que c'est intéressant de faire tout l'épisode comme ça? Je pense pas, sauf exception. Ouais, c'est plus proof of concept, encore une fois, je trouvais ça assez intéressant. On avait réfléchi à ça il y a quelques années avec RMC, donc le groupe Altis, pour essayer d'avoir sur les assistants vocaux des synthèses de leurs animateurs qui permettraient de dire à Alexa ou de demander, c'était à l'époque Dugarry, etc. Donc un truc un petit peu rigolo, un peu la notion de voix comme ça. Voilà. T'as quelques use cases qui sont effectivement hyper identifiés. C'est quand tu dois faire du volume pour faire soit pour juste faire du volume, soit pour faire de la personnalisation. La personnalisation. Ça, tu vois, c'est des cas qui sont clairement identifiés. Ou pour aller plus vite dans ton processus de production. Je sais pas si par exemple tu as un cas d'usage très spécifique, tu as besoin d'être hyper rapide sur le contenu, que le truc soit poussé direct, et ben effectivement tu fais plutôt du text to speech comme ça, et tu peux balancer du contenu super rapidement pour des raisons de SEO, tu vois, des micro sujets comme ça qui sont pas forcément sur du média de très grande qualité, de haute volée, mais tu peux avoir des cas d'usage intéressants. Ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est les droits d'auteur. Est-ce que, je sais pas, alors vous, c'est sur la musique à la SACEM, mais sur une voix qui est clonée comme ça, que tu peux utiliser, est-ce que le contenu, est-ce que tu as encore une propriété là-dessus? Ouais, alors c'est un gros sujet, c'est pas encore tout à fait acté, si tu veux. Je pense que ça va être réglé en jurisprudence, ça va se régler, tu vois, à travers des procès. On le voit beaucoup à travers la musique, hein. On l'a beaucoup vu. Oui, c'est ça. Si je fais chanter une voix de synthèse en prenant le timbre d'un artiste, ça peut aller très vite sur du pur plagiat. Ouais, exactement. Bah, tu vois, Grimes, effectivement, c'est le sujet de l'article de l'NPR, de l'épisode de l'NPR au départ, parce que elle a fait grand bruit en disant moi, c'est OK avec moi, utilisez ma voix et on se fait 50-50 sur les revenus du titre. Tu vois, c'est intéressant comme prise de position. Elle réagit par rapport à plein d'artistes à qui ça n'a pas plu, et des majors à qui ça n'a pas plu. Aujourd'hui, la voix, si tu veux, moi, si vraiment je me lance dans une réflexion complètement perso avec mon background de juriste, j'ai tendance à dire que la voix, c'est un élément de ta personnalité. T'es pas vraiment sur du droit d'auteur, t'es sur du droit de la personnalité. Tu vois, donc tu retombes sur un élément comme l'utilisation de ton visage, tu vois, des choses comme ça, quoi, ou ton nom, tu vois, c'est ça en fait. Donc je pense qu'il y a un sujet quand même, hein, tu vois, c'est un élément qui t'identifie de manière certaine, surtout quand t'es un artiste connu. Ouais. Donc je pense que t'as quand même le droit de te défendre contre l'utilisation, tu vois, sans ton accord de ta voix. Après, de là à dire est-ce qu'il y a du droit d'auteur, je sais pas, tu vois, c'est plus complexe. Oui, parce que c'est pas tant sur la création, mais je vois ce que tu veux dire. En tout cas, le droit sur la de personnalité, effectivement, c'est. Est-ce que la manière dont tu utilises ta voix est suffisamment différenciante, suffisamment travaillée pour considérer que, tu vois, il y a une empreinte de la personnalité de l'auteur, tu vois. C'est plutôt sur ta manière de faire une interprétation. Est-ce que tu peux avoir un droit d'auteur sur toi, le timbre que tu vas appliquer à ta voix en chantant de manière particulière, tu vois? Ce qu'on appelle le flow parfois chez les rappeurs aussi, tu vois. T'as toute une rythmique, ça, pour le coup, ça va au-delà, à mon sens, hein, du droit de la personnalité. Là, tu peux rentrer presque dans du droit d'auteur. Le flow d'un rappeur, c'est presque du droit d'auteur, tu vois.
Ah, c'est intéressant parce que la frontière est floue et en même temps, tu sens que tous ces sujets-là vont forcément venir sur la table et qu'il y aura des procès, qu'il y aura des choses comme ça. C'est très flou, mais c'est ça va vraiment être dur. passionnant. Ouais, j'imagine, mais ça va être dur à mon avis à juger. Et ça, c'est des sujets, vous en parlez un peu à la SACEM. Enfin, je fais une petite digression, mais vous avez des tables rondes, un peu des réflexions un peu en avance de phase là-dessus? Ouais, il y a beaucoup de réflexions, et alors souvent c'est des réflexions qui se font pas en chambre close, hein, tu vois, c'est des réflexions à l'échelle de l'industrie musicale. Ouais. Mais on a une direction À juridique laquelle vous qui prenez part, réfléchit, on a une direction générale qui réfléchit beaucoup à ces sujets-là, qui échange avec les autres acteurs de l'industrie. Ouais. Et donc, ouais, ça se fait en bonne intelligence avec d'autres acteurs pour essayer de définir des positions communes et essayer de trouver des solutions ensemble. Ouais. Je pense qu'on peut en sortir par le haut de ce sujet-là. Tu vois, c'est un nouvel outil, finalement, ça perturbe beaucoup de business models standards, ça fait peur à beaucoup de gens. Je pense qu'on a des solutions très concrètes pour en sortir par le haut en trouvant un accord entre les différentes parties prenantes. Mais aujourd'hui, on est encore dans la phase où ça fait un peu peur et je le comprends totalement. Oui, parce qu'on voit un peu toutes les possibilités, ça part dans tous les sens, mais ça reste expérimental. Il n'y a pas encore non plus de monétisation. Enfin, que je connaisse. Après, il faudrait regarder tous les morceaux sur les plateformes, voir un petit peu à quel point tout est original. Voilà, en tout cas, c'était un truc assez intéressant ce qu'a fait NPR. C'était peut-être pas les premiers, mais comme tu l'as dit, là, ils ont utilisé à toutes les étapes de préparation une espèce d'état de l'art de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'IA. Alors, autre sujet qui est sorti par Google, Music LM, je sais pas si je le prononce bien. Mais... Ouais, si, c'est ça. Music LM, voilà, donc il y a une IA de Google qui permet en fait de convertir un prompt en une musique. Et donc là, c'est pareil, c'est bluffant de simplicité. Hein, il suffit de dire, fais-moi une musique de jeu vidéo type arcade avec tel type d'instrument et de rythme, et ça génère à la volée ce son. J'ai trouvé ça juste incroyable, surtout que derrière, tu te dis en termes de création. Là, c'est l'exemple des jeux vidéo, mais il est très bon parce que tu peux faire ça et après, ça marche un peu pour tout. J'ai vu ça sur TechCrunch. Pareil, hein, je pense que là, c'est pour toi qui étais à la SACEM, tu dois imaginer un peu tout ce que ça va avoir comme impact. T'as testé un peu, t'as joué avec? Ouais, il y a pas mal, il y a de plus en plus d'outils. Alors c'est ça qui est sympa, hein, tu vois que ça évolue très vite. Et d'ailleurs, on est qu'au tout début parce que finalement, quand tu regardes l'évolution d'un outil comme Midjourney et de manière générale tous les outils de génération d'images, quand tu vois l'évolution, tu te dis qu'en fait, si on applique le même rythme de progression sur les outils de génération musicale, on va arriver très rapidement à des choses assez démentielles. Pareil, t'as les mêmes réflexions, tu vois, c'est vrai que ça fait peur à beaucoup de gens. Mon avis personnel, c'est que faut pas se leurrer, ça va quand même effectivement changer un peu la donne sur certains métiers, sur certains types d'utilisation de la musique, mais ça va pas révolutionner tous les usages et toute l'industrie musicale. Je pense pas que ça va tuer les compositeurs. En Non. revanche, effectivement, tu vois, tu parlais du jeu vidéo, c'est vrai que sur de la musique d'illustration... Du jingle, de musique d'illustration, effectivement, là, tu vois bien, en fait, qu'il y a quand même plein de petits acteurs. Alors, évidemment, les grands compositeurs, les grands artistes n'auront pas de ces soucis-là, mais il y avait toute une partie de l'industrie, quand même, qui fait du spot publicitaire, du jingle, de l'habillage, Tout à fait. etc., de musique d'ambiance, musique d'ascenseur. Enfin, on pourrait en lister, tu vois. La fameuse musique d'ascenseur. Non, mais t'as complètement raison. Sur de la musique très fonctionnelle, sur des usages musicaux, tu vois, sur lesquels t'as un enjeu de qualité qui est un peu plus faible. Ouais, effectivement, ça va quand même changer la donne. Faut pas se leurrer. Après, je pense que faut accompagner ce mouvement-là aussi à l'échelle de toute l'industrie. Et ça, c'est pas forcément mon job de réfléchir à ça, mais c'est des réflexions qui sont nécessaires. Aujourd'hui, tu vois, typiquement, je lance juste une perche qui est toute bête, mais ces outils-là, ils se sont bien entraînés sur des bases de données musicales qui ont été... Exactement. Là, tu touches du doigt quelque chose d'important, qui est la même chose pour les textes, pour les images. C'est entraîné sur des œuvres d'artistes. Et donc, quelque part, je sais pas comment dire, mais c'est un mix de plusieurs créations, que ce soit texte, que ce soit vidéo, images, etc., ou musique, là, en l'occurrence. C'est pas des créations ex nihilo. Donc, comment est-ce que tu identifies sur quelle musique ça s'est basé là et à qui tu rémunères? Exactement. Faut sans doute imaginer des modèles de ce type-là. Faudra qu'il y ait une compensation à un moment donné, sans doute, mais voilà. Impossible à calculer, ça. Ouais. Après, ouais. Tu vois, t'as des modes de compensation et de rémunération dans la création de contenu qui ont été imaginés. Tu vois, t'as une mécanique de copie privée, par exemple, qui existe pour le stockage de contenu sur les devices. Tu vois, il y a des choses comme ça. Voilà. Encore une fois, ça, c'est pas mon rôle à la SACEM de réfléchir à ça spécifiquement. Non, mais c'est plus la même réflexion.
je pense qu'il y a des solutions à trouver, tu vois, et en tout cas, il y a des réflexions à mener là-dessus. Et voilà, et bon, bah, c'est une évolution de l'industrie, quoi. Tu vois, c'est un nouvel outil. Moi, je dis toujours, quand on parle d'IA et de nouveaux outils, que Excel a jamais tué les comptables. Tu vois, ça a fait évoluer le métier. Voilà. Donc, ça va être la même chose, hein, sans doute, encore une fois, dans la musique. Ouais. Il y aura peut-être quelques personnes qui devront un peu se repositionner, mais toi, tu es plutôt optimiste sur le fait que ce soit plus des assistants, des aides à la création, mais qu'il y aura toujours de la place pour les créateurs. Ouais, je pense que le temps où on va, tu vois, composer la BO du prochain Star Wars avec un outil d'IA, il n'est pas arrivé. Non. Donc, vive la création humaine et vive les créateurs, et ils risquent pas de mourir. Et utilisez ces outils. Augmentez-vous en utilisant ces outils, quoi. Ouais, t'as complètement raison. Il y a aussi ça. C'est vrai qu'on perd de vue parfois cet élément-là. Bah, notamment, tu vois, c'est Photoshop là qui a sorti sa nouvelle feature où tu peux. Ouais, je sais plus quoi. Ouais, où tu remplis des espaces. Des vides, et voilà, à partir d'images, ce qui est assez bluffant. C'est hyper bluffant. Et finalement, ça, c'est des outils que les graphistes peuvent utiliser maintenant, qui vont accélérer leur processus de travail sur certains types d'utilisation. Et dans la musique, ça va être pareil, tu vois. Demain, tu peux tout à fait te dire, j'ai une suite de 3 accords, elle sonne bien et tout. J'ai envie de boucler la boucle là, il me faut un 4e, est-ce que t'as pas des suggestions, tu vois? Et peut-être que demain, dans Ableton Live, tu pourras générer une suggestion d'un 4e accord qui vient de faire une belle résolution, une belle harmonie, tu vois, ou qui vient de suggérer une ligne de basse automatiquement que tu peux personnaliser. Voilà, pourquoi pas, hein, ça peut être un outil d'aide à la création, un outil de brainstorm aussi, où en fait tu vas utiliser l'outil comme un partenaire de brainstorm, tu vois. Ça peut être ça, hein. Ouais, donc ça c'est intéressant aussi, effectivement. On suivra ça de près. On quitte on quitte l'IA pour le moment. On reste dans le son. J'en parlais en préambule dans le sommaire de cette pastille. Le New York Times qui a lancé son app New York Times Audio il y a 2 semaines. Alors je le disais, c'est une nouvelle application à télécharger. C'est un peu un portail vers la propre vision du New York Times pour ce qu'elle considère être du journalisme audio. Est-ce que tu as pu regarder, tester un petit peu cette application? Non, alors j'ai pas encore testé l'application, mais si tu veux, ces news, moi ça m'a tout de suite fait penser à, tu vois, des moves comme celui de Radio France, voilà, des gros acteurs finalement qui sont hyper installés et qui se disent ok, maintenant ça suffit pas de distribuer mes contenus sur des plateformes extérieures et je vais commencer à créer mon propre produit. Mon propre portail où je suis en contrôle, en maîtrise. Exactement. Et ça, si tu veux, je trouve que c'est vraiment pas évident. Mais en même temps, ça a quand même pas mal de sens. Ouais. Un acteur qui est quand même aussi important que le New York Times, finalement, il peut générer suffisamment d'écoute sans doute sur sa propre plateforme. Il sait générer du trafic parce qu'il est une marque très forte. T'as déjà des gens qui naturellement vont sur le portail du New York Times tous les jours, énormément de personnes. T'as pas besoin de driver tant que ça le trafic. T'as naturellement des gens qui viennent sur ton portail déjà. Ouais. Et finalement, on sait très bien, toi et moi, que dans l'industrie du contenu et notamment financée par la publicité, c'est hyper important de maîtriser ton produit. Ça t'ajoute une survaleur qui est super intéressante parce que tu vas avoir de la data sur l'utilisation, tu vas pouvoir pousser les formats pub que tu veux, ajuster la pression publicitaire, etc., etc. Et donc en fait, quand tu fonctionnes avec des modèles comme ça, c'est très intéressant d'avoir ton propre produit, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Non, et voilà, là on parle du New York Times et tu l'as dit un peu à la manière d'un Radio France, ils ont mis énormément de contenu, hein. Donc The Daily, il y a donc tous les programmes originaux des équipes News Audio, Opinion Audio, The Athletic qu'ils avaient racheté il y a 1 an et demi, 1 an et quelques, Serial Production, des épisodes de The American Life avec lesquels ils ont une relation commerciale et des œuvres originales facilitées par l'achat d'Odem qu'ils avaient acheté il y a quelques années. Et il y a d'autres aussi, voilà, d'autres contenus, des publications du New York Times, donc dans des articles narrés. Donc c'est vraiment l'idée, c'est même d'ouvrir ça plus largement même qu'un Radio France qui a que les contenus quelque part. Et c'est déjà énorme en termes de contenu chez Radio France. Mais là, vraiment, c'est un portail où on va retrouver d'autres choses. L'expérience utilisateur est très chouette. Donc, à mon avis, comme tu l'as dit, en plus avec la puissance du New York Times, ça risque de fonctionner s'il y a la place pour ce journalisme audio. Ouais, et puis tu vois, demain, ça te laisse aussi la porte à des expérimentations en termes du X. Hein. C'est vrai que tu as raison, l'UX est très importante. Peut-être que demain, ça va leur permettre de tester des choses que les grosses apps du marché ne testent pas, ouais, en termes d'interaction. Moi, j'aime beaucoup tous les sujets d'interaction entre les auditeurs et les producteurs de contenu. Et aujourd'hui, Spotify teste quelques trucs, mais peut-être que le New York Times a envie d'aller beaucoup plus loin, d'impliquer son audience de manière différente. Et ça peut être super intéressant.
Ouais, et voilà, donc encore une fois, une nouvelle application. Donc, certes, c'est le New York Times, mais c'est vrai que tu te dis, tu te passes voilà, de cette base installée, tu repars de zéro. Alors, bon, ils ont une puissance, mais je pense que c'est mieux, effectivement, en termes d'expérience. Tu as un vrai portail audio qui est dédié à ça. C'est pour d'autres moments où tu es en mobilité, où t'es pas tourné sur l'écran. Je trouve ça très, très chouette. Donc, je sais pas combien ils ont mis dedans. À mon avis, c'est un énorme budget parce que c'est vraiment une grosse production. Voilà, je mettrai un lien vers l'article qui explique ça. Puis vous pouvez le télécharger si vous êtes abonné sur les stores Android et Apple. On reste sur les grosses plateformes Spotify qui, alors voilà, c'est pas une news très réjouissante, va supprimer des postes dans son département consacré au podcast. On le sait, on l'a dit, on l'avait suivi, ils avaient investi massivement dans les podcasts, que ce soit autour des recrutements, des rachats de maisons de production, de techno. Et donc là, dans une news, dans une note interne, Sahar El-Habashi, j'essaie de bien le prononcer, qui est la responsable de la division podcast de Spotify, a annoncé que l'entreprise procédait à des changements qui entraîneraient une réduction des effectifs de 2%, et ça affecte quand même 200 emplois dans l'entreprise. C'est logique, c'est la maturité, ou c'est le pari qui est compliqué sur les podcasts? Je pense pas que le pari de manière générale sur les podcasts soit compliqué. Je pense que le pari qu'ils ont fait était compliqué. Ils ont fait un choix qui était d'investir dans des podcasts stars et de mettre des gros billets pour avoir de l'exclusivité. 200 millions de dollars pour Gimlet Media, hein, par exemple. C'est énorme, hein, tu vois, on se parle de sommes quand même assez énormissimes. 100 millions pour Joe Rogan. Ouais, Joe Rogan, c'est quand même incroyable. Et alors, Joe Rogan a pris un vrai risque, hein, après, bon, ça, c'est son risque. Mais ouais. Spotify a pris un vrai risque en faisant cet investissement-là. Moi, si tu veux, mon premier réflexe, forcément, en venant de l'audiovisuel, c'est de comparer avec d'autres modèles et, tu vois, d'autres moves de gros acteurs de la vidéo. Je me dis, tu vois, si je regarde un Netflix, bon, ils ont toujours eu, sur toutes les plateformes de vidéo comme ça, à la fois, t'as du contenu d'acquisition et t'as du contenu de rétention. Là, Spotify, en allant chercher des stars du podcast et de l'exclusivité, tu vois, on peut comparer ça plus naturellement avec du contenu d'acquisition. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, dans le monde du podcast, t'as des contenus podcasts qui sont suffisamment forts pour devenir des contenus d'acquisition, tu vois ? Est-ce que tu viens prendre un abonnement sur Spotify parce que tu peux avoir accès au podcast de Joe Rogan et que sinon tu l'as plus, tu vois ? Est-ce que tu deviens abonné Spotify pour ça ? Je sais pas. Après, est-ce que ça a du sens d'investir dans du contenu, dans de la production spécifique, potentiellement exclusive, peut-être avec des budgets un peu plus faibles sur du contenu de rétention dans ton app ? Là, je trouve que ça peut avoir vachement de sens. Et encore une fois, si je compare avec un Netflix, tu vois, je te donne un exemple récent. Ouais. Par exemple, Netflix, tu vois, avec le partenariat avec Nike, ils commencent à proposer des cours de sport. C'est un truc que tu n'avais pas avant sur la plateforme. Maintenant, bah voilà, si toi, tu n'as pas un abonnement à des contenus de cours de sport en ligne à côté, bah, au moins tu sais que dans Netflix, tu en as, et ça te fait une forme de rétention. Mais c'est un investissement qui est largement moindre, tu vois, sur ce type de contenu, que d'aller acheter des stars de ta typologie de contenu. Et en fait... à mon avis, ça aurait eu vachement de sens d'investir dans de la production originale ou dans du soutien à la création sur des contenus plutôt de rétention, en se disant c'est le truc on top que tu as dans ton abonnement Spotify quand tu es utilisateur, et ça fait que tu vas pas te désabonner, tu réduis ton churn, tu réduis le départ de tes utilisateurs. Mais est-ce que ça valait le coup de mettre autant d'argent dans des contenus exclusifs stars ? Je suis pas sûr, parce qu'encore une fois, je pense pas qu'il y ait ce phénomène de contenu d'acquisition encore sur le podcast, parce qu'on n'est pas encore à ce stade de maturité, à mon avis. Et après, c'est peut-être ces montants. Je pense que ton analyse est bonne. Alors, il continue des productions originales, hein, Stolen, The Journal, Science, Heavyweight, Serial Killers. Donc, il continue, mais effectivement, c'est peut-être que ça leur a coûté quand même très cher, et puis que derrière, t'as pas les taux de conversion nécessaires. Tu sens peut-être, voilà, qu'il y a eu une espèce, à un moment donné, d'un peu de folie autour des podcasts en se disant the next big thing, et que c'est ce qu'il faut faire, et puis peut-être ce contenu que les gens consomment, t'as pas à payer les auteurs justement là-dessus. Derrière, il faut le digérer, hein, quand même, tous ces investissements. Écoute, voilà, donc c'était à la fois pas une super news, mais intéressante quand même pour suivre un petit peu l'industrie du podcast. Dernière un peu de news de cette pastille que tu nous as trouvé. Alors, une étude qui pointe l'effet, je disais, de glocalisation. Tu vas nous expliquer ce que c'est dans la consommation musicale en Europe.
Ouais, alors c'est une étude que je trouvais intéressante. Et ce que je trouvais intéressant à son sujet, c'était d'identifier le phénomène et de se demander si finalement c'était pas des leçons à tirer aussi pour d'autres types de production de contenu et d'autres types de médias. Globalement, l'étude nous explique que depuis qu'on a finalement des plateformes musicales, donc depuis le streaming, hein, globalement. Spotify. Exactement. Depuis vraiment le gros essor des plateformes de streaming audio type Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Et surtout l'atteinte d'un certain niveau de maturité. Et le fait, et c'est un paramètre important, que ce soit des plateformes qui maintenant soient accessibles à des créateurs indépendants très facilement avec des outils de distribution en ligne, tu vois, type... Il n'y a plus de barrière à produire et distribuer sa musique sur une plateforme aujourd'hui. Ça, ces conditions-là, bon, elles sont très spécifiques au monde de la musique, c'est pas le cas, tu vois, aujourd'hui sur toutes les plateformes de streaming vidéo payantes, etc. Mais en tout cas, sur la musique, c'est le cas. Et ce phénomène-là a créé un sous-phénomène qu'on n'avait pas forcément identifié au départ, qui est l'augmentation de la consommation de contenus locaux. Et donc, si tu veux, c'est hyper intéressant parce que les majors sont un peu challengés, parce que tu as de plus en plus de labels indépendants locaux et d'artistes complètement indépendants, le fameux profil de l'artiste entrepreneur maintenant, qui va... produire, distribuer sa musique directement, et ces contenus-là ont un vrai succès. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un phénomène qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que tu as une consommation plus importante de contenus locaux, et ça va générer vraiment des tendances locales, et tu as des genres musicaux, tu vois, qui se créent, et qui s'étoffent, et qui s'enrichissent. Alors, une illustration, pas un chiffre, hein, on parlait de musique européenne, donc là, c'est en Pologne. En 2012, il y avait qu'une chanson dans le top 10 en Pologne qui était chantée en polonais. 10 ans plus tard, c'est 8 sur 10. C'est énorme. Alors c'est un peu extrême, j'imagine, et peut-être que la Pologne peut-être a un folklore, une scène musicale, etc. Mais c'est vrai que c'est énorme, et tu peux te dire... c'est un peu contre-intuitif, hein. Tu aurais pu dire justement que ce type de plateforme, tu étais plus dans une globalisation et des blockbusters américains, etc. Et en fait, non. Et toi, tu dis c'est vraiment la facilité des outils. Je pense qu'en fait, il y a une forme de démocratisation de ce marché de la musique, tu vois, à l'échelle des créateurs, même si c'est Spotify qui arrive et qui est un acteur américain et qui est l'acteur majoritaire dans la consommation de musique dans le monde, et ben en fait quand même tu restes sur un modèle de entre guillemets de marketplace, tu donnes un accès à cette plateforme-là à des créateurs indépendants, et ça te génère une émergence d'une scène locale dans tous les pays, et je pense que c'est un truc que les majors n'avaient pas du tout vu venir, et c'est très très intéressant. Et aujourd'hui en France, tu vois, c'est le cas aussi, il y a énormément, aujourd'hui il y a une grosse vague de pop française chantée en français, il y a de plus en plus d'artistes qui chantent en français localement, et qui ont un super succès local, et c'est trop cool, moi j'adore écouter ces genres musicaux-là, et je me dis, tiens, c'est assez intéressant à noter. C'est assez intéressant à comparer avec, encore une fois, les acteurs de la SVOD que je connais plutôt pas mal du fait du passage par TF1. Mais quand tu regardes la SVOD, finalement, tu as de plus en plus d'acteurs, de gros acteurs de la SVOD qui vont s'investir dans des productions locales, et ils voient que ça marche très bien. Avec en plus ce truc de dire, et là ça rejoint aussi la musique, ce truc de dire, j'investis dans la production locale qui marche bien localement, mais en plus je vais pouvoir faire émerger des scènes locales que je vais pouvoir exporter à l'international, qui vont devenir des genres musicaux à part entière, tu vois. Et t'as la même chose dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, tu vois, t'as tout ce qui est la scène de production coréenne, par exemple. Netflix a beaucoup investi en Corée du Sud. D'ailleurs, on pourrait faire un épisode là-dessus. J'ai découvert ça un peu il n'y a pas très très longtemps, mais la puissance des fictions coréennes sur Netflix. C'est incroyable. C'est un monde dans un monde. Hein. C'est un monde dans un monde, exactement. Et tu vois aujourd'hui que tu as un export phénoménal, pareil, des contenus sud-américains dans le monde entier, tu vois. Ouais. Et en fait, dans la musique, c'est pareil. Et tu vois, l'article explique que en Espagne, tu as énormément de consommation de contenu en langue espagnole, qui viennent pas forcément uniquement d'Espagne, mais qui viennent aussi d'Amérique du Sud. Mais c'est super intéressant, tu vois. Tu fais émerger aussi, tu laisses de la place à plein de sous-genres, à plein de genres de niches, dans des langues locales, et les gens adorent ça, en fait. Ouais. Et donc, finalement, tu laisses respirer la créativité locale. Et donc, est-ce que ma réflexion, pour aller un tout petit peu plus loin, j'ai pas la réflexion, et ça, c'est une réflexion que chacun pourra se faire à la maison, mais est-ce que t'as pas aussi la possibilité de transposer ce phénomène-là et d'imaginer ce phénomène-là dans d'autres types de création de contenu, dans d'autres industries culturelles, sachant que c'est un truc qu'on a déjà vérifié là, dans l'audiovisuel et dans la musique. Ouais. Donc quand même, il y a des signes. Mais c'est hyper intéressant, en fait. Moi, j'aimerais creuser les pourquoi. Est-ce que c'est...
une question de facilité, il n'y a plus de barrières, etc. Est-ce que c'est la data, en fait, que en fait, les producteurs regardent maintenant réellement Est-ce que les gens écoutent ce qu'on leur sert et en fait, ils ont repris le contrôle sur les plateformes? Tu vois, c'est quand même assez intéressant. Si tu regardes la musique, il y avait beaucoup de musique française il y a 50 ans, et puis tu as une espèce d'explosion, et puis tu n'en avais quasiment plus. Et là, maintenant, ça revient en force, tu vois. Donc, est-ce que c'est les majors qui se sont plantés et qui nous servaient un truc Peut-être. Et puis après, on peut imaginer aussi plein de... Tu vois, je sais pas si j'ai raison en disant ça, mais pour la musique, il y a peut-être d'autres explications parallèles. T'as quand même une prépondérance... disons une croissance du live, tu vois, une croissance de l'importance du live dans le modèle économique de la musique aujourd'hui. Oui, on le sait parce que c'est ce qui est protégé, c'est les derniers trucs un peu expérientiels, donc c'est là où il y a un modèle un peu économique intéressant pour les artistes. Tu vois, t'as un panier moyen sur les fans qui vont voir du live qui est important, donc finalement c'est un truc important. Est-ce que c'est pas aussi un des éléments qui favorise l'émergence d'une scène locale et l'écoute de contenus locaux, parce que finalement les artistes de ta scène locale arrivent à trouver un modèle économique et donc tu vois mécaniquement émergent plus. Ils émergent plus et puis ils vont avoir plus de contacts, plus d'interactions, ils sont plus incentivés, pour utiliser un anglicisme, à aller faire en sorte que leur scène locale de fans, tu vois, qui habitent près de chez eux, soit hyper engagés dans leur musique, parce que ça participe énormément à leur modèle économique du fait de fonctionner notamment grâce au live, quoi. Ouais. Tu vois, il y a un truc ça s'auto-alimente. Ça s'auto-alimente, et ça, c'est hyper intéressant. La musique, c'était une industrie en méga crise avant l'arrivée justement de ces plateformes de streaming. Le CD se cassait la gueule, il y avait le piratage, et je me rappelle vraiment que alors je parle de ça il y a 10 ans, 10-15 ans, où c'était une industrie ultra morose, et là tu sens que de par la base, enfin je trouve ça hyper chouette et hyper encourageant, tu vois, de se dire en fait voilà, tout se transforme, des nouveaux modèles arrivent, les usages changent, et au final c'est hyper bon pour tout le monde, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est pas que certains gros artistes qui s'en sortent, etc. Et puis plein de créations. Donc ça, c'est plutôt optimiste. C'est bien de finir sur une note optimiste. C'est une note optimiste, et puis c'est une réflexion, tu vois. Je trouve que voilà, ça nous amène sur des réflexions. Il y a des modèles sans doute à inventer. Il y a peut-être des lignes éditoriales à inventer dans des nouveaux types de médias, tu vois, peut-être des modèles de participation, d'implication de créateurs locaux, tu vois. Est-ce que ça a du sens d'imaginer des modèles qui remplissent les mêmes critères, où tu as finalement des sortes de plateformes qui vont agréger des contenus, des créateurs de contenus locaux, qui vont pouvoir trouver un modèle économique que tu vas essayer de faire émerger, je sais pas. On suivra ça en tout cas, et c'est intéressant, ça nourrira un peu la réflexion dans les mois à venir. On est au bout de cette pastille actu déjà, Fabien. Déjà, écoute, c'était hyper agréable de faire un peu ce focus sur l'audio, et j'espère pouvoir en refaire, parce que ça nous fait sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de traiter sur Mediarama. Voilà, c'est une fenêtre un peu sur tu seras notre spécialiste audio. Génial. Dorénavant. Merci Fabien, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette pastille. Je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.